Refondation et rupture, croyez-vous capable de battre Paul Biya, de battre Issa Chiroma, de battre Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto, Cabral Libi, pour ne citer que ces exemples-là à l'élection d'octobre prochain? Je vous mets au défi de trouver meilleur candidat de l'opposition que moi. Chaque candidat dit la même chose. Maintenant, entre ce qu'on dit, et alors je les invite au débat, parce qu'en vérité, les citoyens ont le droit de savoir qui propose quoi, et de diviser, de trancher entre des différents proposants. Je dis qu'on ne va pas décider de voter pour M. Brankanga parce qu'il a parlé. Alors vous mettez M. Brankanga en débat, en contradiction avec un autre candidat, et le téléspectateur chez lui va se faire ses raisons et choisir son camp. Il y a quand même des paramètres qui vont au-delà des simples débats. Eh bien, dans les pays modernes, il y a des débats. Le tout n'est pas d'être éloquent, de non, bien c'est pas parler. Ça que je dis. Je dis que Djamil. c'est des propositions. Propositions. Effectivement. Je dis que la télévision sert à quoi? Ça sert à écouter, aussi à comprendre, à voir les tendances et la vision de chaque candidat. Alors, un débat dans un pays normal, au Cameroun par exemple, devrait être obligatoire. Même si on est 1000 candidats, la télévision devrait se mettre ensemble, s'organiser entre elles. Peut-être M. Kamga de Naya TV, tel autre de Canal 2, tel autre de STV devaient se mettre ensemble, faire une vaste émission entre tous les candidats, avant l'élection, bien entendu. Et dans ce cas-là, le téléspectateur ou l'internaute sera en toute objectivité capable de choisir son candidat. Alors, c'est bien beau de se proclamer meilleur candidat, mais je les invite au débat avec moi. Moi, je dis ceci, nous sommes dans un pays où on a envie d'avancer. Il ne faut pas prendre des votants, des électeurs pour des moutons. Ils ont envie de comprendre pour voter. Qu'est-ce que vous leur proposez? Chacun a son champion, chacun a son frère du village, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'avenir du Cameroun. Et ce que propose l'acteur qui prétend être demain le dirigeant du pays. On ne va pas se laisser manger à n'importe quelle chose parce qu'on a juste déclaré qu'on est le meilleur. Je le dis parce que je pense que j'ai le meilleur programme. Et je le dis parce que je suis profondément passionné par mon pays, j'aime mon pays, je suis un patriote. Alors ceux qui pensent que je le suis moins qu'eux, viennent en débat, vous allez organiser un vaste débat et on va voir, vous allez juger en votre âme et conscience qui est en mesure de diriger à partir d'octobre le Cameroun. Il y a le charisme, la posture, l'expérience, et parlant d'expérience politique, vous êtes à pratiquement une trentaine d'années en politique, vous avez été au cadre, je le disais en début d'émission, du Social Democratic Front, du MRC, maintenant vous êtes président fondateur de APAR, l'Alliance politique et républicaine. Reste quand même que ces derniers temps, Célestin Djamil, sur les réseaux sociaux, vous faites l'objet d'un certain dénigrement où vous êtes présenté, pris à partie dans un restaurant. C'est peut-être banal, mais on s'en voudrait de ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il est aussi question pour nous d'édifier le public sur ce qui... On vous accuse d'avoir consommé dans un restaurant, de n'avoir pas réglé vos factures, et vous prétendez être candidat, vous prétendez être président de la République. Que s'est-il réellement passé? S'agit-il d'un dénigrement ou alors, effectivement, vous n'avez pas payé vos factures? Vous savez, un homme ou une femme qui a une raison de vivre, une raison d'exister, supporte tous les dénigrements, tous les coups de boutoir, tous les coups en dessous de la ceinture. Je suis habitué à ça, notamment depuis que j'ai quitté le MRC. Je suis passé de la lumière, selon eux, je suis passé d'ange à ténèbres. À ange de la mort, en quelque sorte, sans raison d'ailleurs, simplement parce que j'ai divorcé avec le MRC. Est-ce que j'étais marié? Vous pensez que c'est le MRC qui vous dénigre? Je ne vois pas comment, jour en lendemain, vous devenez un diable alors que vous étiez chouchouté, vous étiez porté, vous étiez célébré quelques jours avant. Mais je ne m'occupe pas de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je décide de faire de ma vie. Je me suis engagé en politique par passion, par amour de mon pays, et j'ai un programme, surtout, c'est le plus important. Maintenant, les colibets, les frustrations des uns et des autres ne m'intéressent pas du tout. Sur le cas que vous posez, ils disent pourquoi que... le MRC décide de revenir aux élections? Il faut leur poser la question. Je pense que leurs militants ont dû dire au président que c'est intenable. On ne peut pas, avec le système qu'on connaît, espérer un changement pour nos beaux yeux. On ne peut pas espérer simplement qu'en claquant des doigts, on va espérer le changement. Donc, à votre avis, le parti a pris conscience Je de pense ses que, erreurs? même s'ils ne l'ont pas dit, ils ont manqué le courage d'affirmer qu'il a fait une erreur, le président, je pense, à mon avis. Mais je pense qu'en interne, il a dû subir
la pression de ses propres militants. Parce que c'est pas possible. Vous connaissez bien le régime camerounais, comment ça fonctionne. Vous savez très bien comment a fonctionné le boycott de 92, de la part du SDF, et de 97. C'était un flop total. Donc il y a quand même une jurisprudence sociopolitique. Alors il faut quand même vous inspirer des faits de ce qui s'est passé. Alors pourquoi vous entêtez à refaire les mêmes erreurs? Je pense que ces militants lui ont rappelé à l'ordre. Il a dû donc comprendre qu'il faisait fausse route. Il est donc revenu à ce que je disais. C'est une erreur monumentale. Vous êtes sur ce plateau aussi pour édifier l'opinion publique. Beaucoup estiment que loin d'une erreur, il s'agissait d'un deal avec le système en place. En ce moment, vous étiez très proche de Maurice Kamto, puisque vous étiez secrétaire national aux droits de l'homme du MRC. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais aujourd'hui, y a-t-il eu deal ou pas entre le MRC et le pouvoir en place pour ne pas participer à ces élections? Moi, je n'ai pas... beaucoup le disent. Ça, c'est vrai, j'ai eu des personnes qui ont... Vous étiez dans l'appareil, donc si ça a été J'étais dans l'appareil, mais vous savez, j'étais dans l'appareil, mais on a boycotté à mon insu. Parce que moi, la veille, j'ai échangé avec le président Maurice Kamto. On était le 24, dimanche 24 janvier 2020. L'élection avait lieu le 9 février 2020. Et le lundi 25, puisque j'ai pris mon bus à Yaoundé, le dernier bus à 22h, je suis arrivé à Douala vers autour de 3h du matin. Et à 6h, j'ai eu un coup de fil de monsieur le directeur, le membre du directoire Apollinaire Oko, qui m'a informé que le président devait parler vers 13h. Bon, dans mon esprit, c'était pour nous encourager, comme il a fait la veille des jours auparavant. Et donc, à 7h, puisque j'avais été désigné tête de liste, je rappelle que de tous les arrondissements du Vouri, Douala 5e ou MRC était le seul arrondissement qui a fait l'objet des primaires. Des primaires. Et j'ai été désigné à la tête de liste pour les municipales. Donc, j'ai gagné, il y avait comme candidat M. Daniel Numbissi, M. Albert Zonga, que j'ai battu à haute couture. Les gens l'oublient. Dans les autres arrondissements du Vouri, il n'y a pas eu de primaire. Il n'y a que sur Douala 5e. Et j'ai gagné régulièrement. Donc j'arrive donc à Douala à 7h du matin, parce qu'il fallait que je vérifie le dossier de mes colistiers, de mes amis politiques, parce que si jamais il y a peut-être un faux acte de naissance, il manque peut-être un document, donc j'avais le devoir de vérifier tout ça. Donc je vérifie, je vois qu'il y a certains dossiers qui n'avaient pas encore de caution. J'ai envoyé les amis politiques aller régler les dernières cautions à Bonanjo, qui fermait à 15h. Ils sont partis vers 11h30, midi. Et donc j'ai fait ma liste au municipal. À 13h, comme on nous l'avait demandé, j'ai donc branché Internet. Et M. Kamto nous apprend que, contrairement à ce qu'il a dit la veille, que le MRC ne prendra pas part aux élections législatives municipales. On était vraiment... Vous tombez des nues. Tout le monde. Hein. Donc, les gens se croyaient sur moi. Il fallait voir la tête de mes camarades. Oui, nous étions sur le terrain ce jour-là, puisque nous avons un grand moulin. Bien évidemment cette sortie de Maurice Kamto. Donc revenons à la question, y a-t-il eu des accords avec le régime en place pour ne pas participer à ces élections? Je vous ai répondu de manière un peu détournée, c'était pour vous faire comprendre que si déjà pour le boycott, je n'étais pas au parfum de ce qui s'était dit. Vous imaginez bien que pour le deal, éventuel ou pas, avec le RDPC, je n'étais pas informé, raison de plus. Peut-être que mon ami Alain Foguet était au courant, puisque c'est quand même le seul fondateur encore avec nous, du moins en prison, le seul fondateur du parti. Je rappelle que le professeur Maurice Kamto n'a pas fondé le MRC. Il a été invité à prendre les rênes de ce parti. Il y a eu un certain nombre de deals entre les cofondateurs et lui-même. Il a accepté, après quelques conditions qui ont été respectées. Et donc je pense que M. Alain Foguet était au courant, parce que c'est quand même son parti qu'il a fondé. Mais lui seul, je ne suis pas sûr que d'autres personnes étaient au courant, sauf si je me trompe. Alors, qui a eu deal ou pas avec le RDPC, je ne pouvais pas être au courant. Et si je l'avais été, je m'y serais opposé, violemment. Parce que... Donc, vous dites, vous ne savez pas s'il y a eu deal ou pas? Pas du tout, je n'ai pas été informé. Mais j'entends bien les commentaires, les analyses. Je n'aime pas avancer
des affirmations dont je n'ai pas la preuve, dont je n'ai assisté à aucun deal avec la DPC. Mais à la limite, par déduction, on se dit, mais comment un parti qui avait le vent en poupe, qui avait autant de sympathisants, de militants, du moins à cette époque-là, comment advient-il que tout d'un coup, en 24 heures, on dit une chose et son contraire? Je ne comprends pas, personne ne comprend. Est-ce qu'il y a eu deal? Est-ce qu'il y a eu promesse d'argent? Est-ce qu'il y a eu quelques élites appartenant au MRC qui ont peut-être dealé avec Amto au nom du RDPC? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que personne ne comprend rien. D'autant plus que 3 ans plus tard, on va aux élections. Il a fait un meeting à Japoma, rappelez-vous, en 2023, où il dit carrément qu'avec ou sans code électoral, j'irai aux élections. Vous comprenez qu'on a du mal à suivre. C'est incompréhensible. On va évoluer, Célestin Diamène. Je rappelle qu'habituellement, la présentation de notre invité prend 5 minutes, mais compte tenu de cette expérience particulière que vous avez vécue en politique, notamment avec le MRC, il était important d'aller un tout petit peu au-delà pour davantage édifier nos téléspectateurs. Mais je rappelle que vous êtes juriste, puisque vous avez fait droit, carrière judiciaire à Assas, Panthéon-Sorbonne, c'est en France. Oui. Et vous avez aussi quand même, puisque vous avez un master en droit des carrières judiciaires et un DES. DESS, voilà. Diplôme d'études supérieures spécialisées. Tout ça, c'est donc du côté de la Sorbonne en France, mais vous avez aussi quand même une vie politique en France qui est particulière parce que vous avez été cofondateur du CODE, qui est donc le collectif des mouvements politiques de la diaspora. Vous étiez 5 ou 6 avec les Bressiniteux et bien d'autres personnes à créer le CODE qui, curieusement, plus tard, a connu une fusion pour devenir la brigade anti-Sadina. Édifiez-nous. Oui, le CODE a été créé en 2005. J'étais dans une banlieue de Bruxelles, qui s'appelle Louvain, dans l'université catholique Louvain. J'espère que les dirigeants de l'université n'écoutent pas en ce moment parce qu'ils vont peut-être se dire qu'ils ne s'imaginaient pas qu'on venait lancer un mouvement patriotique camerounais dans leur université. Bref, c'est un de nos camarades qui s'appelait Ngankam, qui nous avait conduits dans cet espace très agréable. Et on s'est retrouvés dans cette université. Il y avait moi-même, une certaine Brigitte Ateba, M. Capet de Bana, paix à son âme, M. Eli Kaji, et M. Ténésop, et bien d'autres. Mais on était environ 6 personnes. Mais Brice Nietzsche n'était pas là. Il a récupéré ça après. Il n'était pas là. C'est nous les fondateurs du CODE, en vérité. Donc on crée le CODE. Et puis, je suis rentré à Paris, je suis reparti à Paris. Et là, on s'est mis ensemble, nous, la diaspora camerounais de Paris, de France. On a lancé le Conseil des Camerounais de la diaspora. Au départ, j'avais créé une association, l'Union pour une diaspora active. Donc, j'ai invité mes amis, que je ne vais pas citer ici, à créer un mouvement beaucoup plus grand, beaucoup plus englobant. Et effectivement, ils ont proposé des noms, etc. On a retenu le Conseil des Camerounais à la diaspora. À ce moment-là, on a commencé nos activités. Nous avions 2 principales revendications. Lesquelles? La première, c'était le droit de vote des Camerounais de l'extérieur, la diaspora. Et la seconde, c'était la reconnaissance de la double nationalité. C'est 2 éléments sur lesquels nous y tenons beaucoup, parce que pour le deuxième volet, j'ai pensé que les Camerounais de l'extérieur n'étaient pas des sous-citoyens, et que même si certains avaient des passeports français, américains, anglais, britanniques, etc., ce n'était pas par amour, parce que pour des besoins professionnels, dans 99% des cas. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas les reconnaître comme des Camerounais pleins et entiers. Et donc nous avions ces 2 revendications. Et puis il se trouve que par un phénomène de hasard, le président Paul Biya a effectué un voyage d'État en France. Et on a donc appris qu'il était parti pour une conférence à Paris-Dauphine, dont j'y suis allé. J'ai pris le micro et j'ai dit en face du président que notre détermination, notre volonté en tant que citoyen de l'extérieur, c'était d'obtenir ce droit de vote. Puisque nous sommes citoyens à part entière,
qu'est-ce qui nous empêcherait de voter comme ceux qui sont restés à l'intérieur, puisqu'on n'a pas changé de nationalité? Nous avons la même culture, les mêmes racines, le même sang. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une discrimination entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Il a repris le micro pour nous dire ben, vous allez voter en 2011. Très bien. Et effectivement, il a tenu parole, puisqu'en 2011, les Camerounais ont commencé à voter pour les élections présidentielles. Bon, moi, mon combat d'aujourd'hui, c'est de continuer à me battre pour que ce vote, qui est pour l'instant limité aux élections présidentielles, soit étendu aux élections municipales et législatives. Alors, comment on passe du code pour la base? C'est quand même... À la base, ça a été créé dans mon dos. Moi, je n'étais plus là. J'ai quitté la France fin 2010. Donc, c'est après que j'ai appris la transformation brutale et assez maladroite hein, de ce qui nous animait à l'époque. On n'aurait pas dans notre esprit de taper sur les artistes, de menacer les gens, d'envahir certaines salles de concert. Non, non, c'était pas ça. Nous étions dans une espèce de l'égalité républicaine et nous étions intransigeants sur nos revendications. Mais on ne s'en prenait pas aux personnes. On ne s'en prenait pas aux individus. C'est ça qu'il faut retenir. Là-bas, ça a été créé dans mon dos. Et j'ai commis une missive qui a été beaucoup commentée à l'époque, où j'ai dénoncé les méthodes qui n'avaient plus rien à voir avec le combat que nous avions mené. Je suis d'accord que je ne peux pas changer les générations qui viennent ont leurs méthodes. Mais je veux dire que cette manière violente de fonctionner en politique, notamment sur les revendications saines et légitimes, va être contre-productif. Je l'avais écrit à l'époque. Et j'ai donc dénoncé cette méthode de la base. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai été invité chez nos confrères, on en a parlé très largement. Aujourd'hui, on voit bien que la basse est au moins en 2 ou 3 morceaux. Il n'y a plus une seule basse, il y en a au moins 3. Donc vous voyez bien qu'eux-mêmes ne s'entendent plus entre eux. Il y a des, soi-disant, des infiltrés, des gens qui en sont partis embrasser l'ennemi, entre guillemets. Tout ça fait que, quand on revient à la dénonciation que j'ai faite à l'époque sur ces méthodes-là, ça ne pouvait pas tenir très longtemps. Voilà. Il fallait rester ferme de manière républicaine sur ces revendications. Le fait de s'en prendre aux gens, aux innocents, aux artistes, qui ont le droit de prester pour leur argent, c'est leur profession, ne pouvait pas vous donner une bonne image de ce mouvement, qui était un mouvement à la base pacifiste, parce que moi j'étais un pacifiste. J'étais certes ferme sur mes méthodes, sur mes revendications, mais je ne m'en prenais pas aux personnes. Ils ont la liberté de chanter pour le RDPC. Mais nous tenions ferme sur nos revendications. Et c'était ça notre but à l'époque. Alors maintenant, je ne reconnais plus le mouvement que j'ai laissé. On en vient à l'épine dorsale de cette émission. Célestin Djamen, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous rêvez gouverner le Cameroun. Ne prenez pas mal cette question. Elle est peut-être personnelle, mais c'est une question de journaliste. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous poserez la même question à Cabral Libye ou à Maurice Kamto? Peut-être. Peut-être? Pas sûr. Peut-être. Bon. Vous n'êtes pas Cabral Libye, je vais vous demander à mon tour si vous êtes sérieux en me posant cette question. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, mais peu importe. Sérieux dans vos convictions, dans ce rêve de gouverner le Cameroun? Beaucoup de gens connaissent mon parcours politique. Je crois que vous savez très bien dans votre fort intérieur que ça fait au moins 28 ans que je suis en politique. J'ai commencé adolescent, vous savez très bien, et que si je n'étais pas sérieux, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Donc si j'ai, entre guillemets, pignon sur rue, excusez du peu, c'est bien parce que vos confrères me prennent au sérieux. Sinon, je ne serais pas là. Je rappelle que j'ai été, contrairement à beaucoup d'agitateurs aujourd'hui, un élu. J'ai été élu. Bon, j'ai eu l'onction populaire quand même dans ma vie politique, vous comprenez. Et n'eût été d'ailleurs le boycott du parti que vous connaissez, je serais de nouveau élu. Bon, peu importe. Je pense que ma vie politique... vous avez toujours mal de ce boycott. Non, c'est pas un mal. C'est-à-dire que les pratiques qu'on a mal négociées, on veut les combattre parce qu'on voudrait plus que ça se répète. Alors je pense que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Il ne faut pas que nos jeunes hommes politiques qui viennent après nous puissent se retomber dans le même panneau. Ce n'est pas possible, quoi. La liberté, elle ne se donne pas. Comme le pouvoir. Le pouvoir, on va la chercher. On va le chercher. Il s'arrache. Même si le code électoral est mauvais, ce n'est pas
un prétexte n'est pas une raison pour ne pas aller aux élections. Ça ne change rien, surtout ici. Donc c'est tellement idiot d'avoir boycotté que je ne comprends même pas que ce soit venu à la tête d'un président de parti. Peu importe, ce n'est pas pour moi. Moi, je continue à mener, vous savez très bien, ma vie politique. J'ai l'honneur de présider un parti à part, qui est un parti novateur, un parti patriote, un parti qui met l'accent sur le respect des institutions et sur les valeurs de la République. On n'est pas dans le sectarisme, on n'est pas dans la tribu. Notre slogan, c'est la patrie d'abord, la tribu après. Donc, je continue. Et quelles sont donc vos motivations? Motivation, je considère que d'abord, la passion de la politique, l'amour de son pays, le désir d'être un acteur du changement, c'est très important. Parce que si dans la vie, vous n'avez ni motivation, ni désir, ni volonté, ni passion, vous ne pourriez rien faire. Ça, je vous le garantis. Donc ça, c'est la base. Maintenant, quand vous voyez la situation du Cameroun, aujourd'hui, sur le plan économique, crise économique, une balance de paiement déficitaire depuis au moins 20 ans, une balance commerciale pareille, déficitaire depuis, un endettement public qui caracole, qui frôle les 15 000 milliards, un taux de croissance qui peine à trouver la barre des 4% depuis très longtemps. Vous avez la crise infrastructurelle, qu'elle soit routière, aéroportuaire ou ferroviaire. On n'a rien. Après 42 ans de pouvoir. La crise des libertés, les libertés, à la limite, on nous laisse bavarder à la télévision, mais en termes de liberté d'association, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Les manifestations ne sont pas toujours autorisées de manière légitime et légale, comme la loi le prévoit. Le régime de déclaration s'est mué progressivement en régime d'autorisation, ce qui n'est pas normal. Et puis, un taux de pauvreté qui avoisine les 34%. Y a-t-il quand même quelques secteurs de la vie nationale qui se portent bien? J'essaie de regarder, mais il y en a vraiment très peu. Alors, moi, je suis très d'accord. Vous voulez rectifier le tir? Il y a un point sur la position du président Paul Biya sur les accords coloniaux. Parce que l'ancien Premier ministre de Sarkozy est venu à Yaoundé en février 2009. Il voulait renouveler les accords coloniaux. Le président lui a dit non, c'est terminé. Premier point qui m'a marqué. Deuxième élément, en 2022, M. Betia Soro, en pleine guerre Ukraine-Russie, il est allé signer des accords militaires ou renouvelés avec la Russie. Alors que Macron pestait contre les pays africains, dont M. Biya a eu ce courage d'envoyer son ministre, peut-être par provocation, signer les accords. En dehors de ça, quand vous regardez chez nous, sur le plan social, la montée vertigineuse du discours tribal, la haine, qui n'est même pas réprimée, je regrette. Et je continue de dire que je vais engager une plainte contre Info TV et contre M. Elimbi Lobert. On ne peut pas continuer à laisser prospérer les discours de haine. La politique n'est pas faite pour les haineux. La politique, on peut dénoncer, on peut porter la critique, mais on ne s'en prend pas à des communautés. Ça ne se fait pas. Et là, sur le plan spécifique, des héros nationaux, donc on dirait des grandes figures. Les grandes figures, M. Amadou Ahidjo, premier président de la République, M. Ruben Oumniobe, M. Osende Afana, M. Félix Moumié et M. Ernest Ouandié, peut-être pas Afana, mais en tout cas, 4 grandes figures ont été reconnues comme grandes figures en tant que telles de la nation. On ne peut pas, par conséquent, les traiter comme des bandits. Demain, je vais entendre dire que Oumniobe est un bandit, je m'élèverai avec la même vigueur. Ça ne se fait pas. Donc, il ne faut pas laisser ce discours prospérer. Je suis désolé qu'une chaîne censée être républicaine invite des personnes, des individus qui se permettent de prononcer ou de tenir ce type de langage. Ça ne se fait pas. Donc, mon devoir à moi, c'est de dire aux procureurs, aux tribunaux que vous avez le devoir de dire qu'une loi promulguée par le président de la République ne peut pas être remise en cause si ce n'est pas des voies officielles, des voies formelles. Mais on ne peut pas venir à la télévision, alors que des personnes, des Camerounais, des grandes figures, sont morts sur le champ de guerre pour la nation, qu'on les traite de voyous et de bandits. C'est un discours qui est terrible à entendre, qui est négatif et qui peut contaminer
les générations futures. Donc je ne veux pas de ça. Je pense que la société aussi évolue les mœurs évoluent grâce aux lois. Il faut que ces Nous lois aurons soient l'occasion, appliquées. M. Djamène, de venir dans les profondeurs de vos 23 chantiers, puisque c'est ce que vous avez comme mallette, comme boussole pour votre candidature. On va rentrer un tout petit peu en profondeur, mais le parti à part, l'Alliance patriotique et républicaine, n'a pas d'élu puisque créé par vous en 2021. Comment est-ce que vous comptez aller à l'élection? Est-ce que vous optez pour les signatures? Est-ce que vous optez par l'investiture d'un autre parti politique? Non, mais la loi est très claire. Nous sommes un parti républicain et légaliste. Ça veut dire que nous nous conformons en matière d'investiture à la loi. Que dit exactement l'article 121, alinéa 1? On peut être investi, tout candidat à l'élection présidentielle peut être investi par un parti politique ou être un candidat indépendant. Alors, par un parti politique, on n'a pas dit par un parti auquel vous êtes adhérent ou membre. On a dit un parti politique. Article indéfini, ça veut dire que c'est tout le monde. Ça veut donc dire que si votre parti, là je reste sur la ligne 1, vous avez un parti politique, il peut vous investir. Maintenant, le deuxième volet, c'est que si vous avez des représentants, au sens du droit électoral, des personnes qui ont été élues sur votre liste, nous sommes au Cameroun, pour l'instant du moins, dans le cadre des scrutins de liste concernant les élections législatives et municipales. Donc, si vous avez présenté des listes et que vous avez eu la chance d'avoir des élus, à travers cette liste, eh bien, vous avez des représentants. Vous êtes un parti représenté. Il faut bien circonscrire la notion de parti représenté, parce qu'on nous embrouille avec les histoires de l'article 15 de la Constitution, ça n'a rien à voir. L'article 15 de la Constitution parle de l'indépendance d'un député qui doit voter en son nom et conscience sans pression ni de ses électeurs, ni de son parti d'origine. Et l'article 121 vous parle des conditions d'éligibilité. C'est deux domaines différents. En droit, on dit que, quand on veut comparer deux choses, il doit avoir identité d'objet. On ne compare pas un gardien de but avec un avant-centre. Vous n'allez pas comparer Thomas Kono avec Samuel Eto'o ou Roger Mila. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, sur le plan des conditions d'éligibilité, moi, j'ai été investi par mon parti à part. Maintenant, est-ce que j'ai des représentants? La réponse est non. Alors, comment je vais faire? Soit, selon la loi, je puisse me faire investir par un parti ayant des représentants dans les assemblées, chambres consulaires, etc., soit alors, je me jette dans la possibilité de demander les 300 parrainages. Quelle est votre option? Mais je ne suis pas sur une option spécialement ou une autre. Moi, les deux options sont... Ben oui, puisque si un parti pense qu'à part et son candidat mérite d'être investi absolument, ils peuvent très bien nous contacter et nous dire, Monsieur le Président, nous avons une proposition à vous faire, nous voulons vous investir. Je ne vais pas dire non. Quelle est la raison? Quelle serait la raison de mon refus? Pareil, si je parviens à obtenir les 300 signatures, bien évidemment, le but, c'est d'être effectivement un candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Si effectivement je franchis cette étape-là, étant donné que je n'ai pas pour l'instant de représentant dans le sens du droit électoral. À part ces 4 ans d'existence, quels sont vos faits d'armes aujourd'hui pour convaincre l'électorat? Nous avons un programme politique, nous avons un projet de société, parce que pour convaincre un électeur, c'est d'abord lui présenter votre programme. Et j'invite mes compatriotes qui lisent très peu à se faire violence et d'apprendre à lire des programmes politiques, apprendre à lire des projets politiques, parce que nous, on se bat pour concocter des programmes politiques. Nous, on essaie d'être honnête avec nos électeurs, parce qu'on veut leur mettre dans la capacité de pouvoir voter de manière éclairée. Qu'est-ce que le candidat N'Djamène propose sur la santé? Qu'est-ce qu'il propose pour la lutte contre le chômage, pour l'emploi des jeunes notamment? Qu'est-ce qu'il propose pour les programmes scolaires? Qu'est-ce qu'il propose pour la fiscalité des entreprises? Qu'est-ce qu'il propose pour la fonction de l'armée ou de la police dans la société, etc., etc. Donc c'est avec ça que l'électeur potentiel peut être amené à voter pour vous. Il n'y a pas à avoir une belle tête, une belle cravate. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que quel est votre programme politique
Est-ce que vous promettez aux électeurs, une fois que vous serez élus, de penser à eux, en tout cas d'abord au Cameroun? Et c'est ça leur boussole. Ils veulent comprendre votre projet de société. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé mon projet. J'espère qu'il sera diffusé le plus largement possible de société. Et avec votre permission, on va aller très rapidement pour permettre aux téléspectateurs et internautes de mieux comprendre vos 23 chantiers. Il s'agit de l'organisation du vivre ensemble, la modernisation des institutions de la République, sécurité, défense, politique, linguistique, redéfinir le statut et le rôle des autorités traditionnelles, la technologie, les infrastructures et les équipements. Il y a également la transformation de l'agriculture, l'industrialisation stratégique, la modernisation de la gouvernance économique, l'amélioration du territoire et l'écologie. Il y a la reformation de la gestion urbaine, il y a le transport, l'aménagement rural, la promotion de l'entreprise, reformer le système éducatif, repenser le système de santé, les droits de la femme avec le Women Employment, la jeunesse et les personnes âgées, la culture, tourisme et développement sportif, le sport, la politique étrangère, place de la diaspora et bien sûr la politique de modernisation globale du Cameroun. Voilà donc les 23 chantiers vite fait sur lesquels vous vous appuyez pour prétendre donc à la magistrature suprême. Dites-nous comment est-ce que vous comptez mettre en œuvre cette stratégie avec ces 23 chantiers dans un pays comme le Cameroun qui souffre de misère ambiante, de pauvreté extrême? Oui, le pays actuel souffre de misère et de pauvreté parce qu'on a une gouvernance qui est complètement sinistrée, complètement à côté de la plaque. Si les Camerounais me font confiance, il y aura donc un gouvernement de patriotes en place et qui feront la politique autrement, naturellement. Donc aujourd'hui, le constat est clair. Si je suis candidat, c'est parce que j'estime que le Cameroun est sinistré dans pratiquement tous ces secteurs. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, que ce soit sur le secteur des infrastructures routières, aéroportuaires, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan même des libertés, sur beaucoup de la technologie. On est très en arrière. On est devenu comme un grand comptoir commercial. On importe tout. On ne produit pratiquement rien. Nos matières premières ne sont pas transformées. C'est autant d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et donc, finalement, on n'a même pas d'économie. Enfin, on est un comptoir des affaires. On fait des affaires. On fait de l'import-export. C'est ça qu'on appelle l'économie chez nous. C'est pas ça l'économie. L'économie, c'est quand il y a une structure. C'est quand on produit. C'est quand on transforme. C'est ça l'économie. Mais non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le Cameroun soit vraiment une économie. Il n'a pas d'économie, elle n'a pas d'économie. Donc je suis en train de dire que si les Camerounais, évidemment, me font confiance, il y aura un gouvernement de mission qui aura un cahier de charges qui va refonder la société. Il y aura bien sûr, vous l'avez lu tout à l'heure, la réforme de l'État. Il est important de le noter parce qu'aujourd'hui, l'État est devenu un fourre-tout. Et ça va même jusqu'aux diplômes qui sont achetés. Ça va même dans l'entrée dans certaines grandes écoles qui sont négociées sur le plan financier. Ce n'est pas acceptable. Même dans la santé, on s'amuse à acheter des diplômes. C'est extrêmement grave. Donc il y aura en place un gouvernement de mission qui aura pour rôle de mettre en place un plan de rupture avec le passé néocolonial du Cameroun. Ensuite, il y aura une espèce d'état généraux où les citoyens seront de toutes les corporations seront invités à faire valoir leurs revendications, leurs doléances en quelque sorte. Et puis sur cette base de cahier de doléances, eh bien, on va rebâtir une nouvelle constitution. Il y aura une constitution qui sera mise en place et effectivement, les Camerounais auront donc une nouvelle constitution nationaliste, si j'ose dire, en tout cas patriotique. Et dans ce cas-là, le Cameroun repartira sur les bases de souveraineté, sur les bases d'un pays réellement indépendant. Parce que nous ne le sommes pas encore. On n'est pas encore vraiment indépendant. Il y a des velléités, mais nous sommes encore sous le joug des années 60, où on est encore, on va dire, un pays indépendant par procuration, et ce n'est pas acceptable. Donc voilà ce que je ferai si les Camerounais me font confiance, et je mettrai en place ce gouvernement de combat, ce gouvernement de mission, qui va rompre avec le passé, la rupture, et qui va mettre en place de nouvelles structures, c'est la refondation. Donc je suis dans le mouvement de la refondation et de la rupture, tout simplement. Refondation et rupture, croyez-vous capable de battre Paul Biya, de battre Issa Chiroma, de battre Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto, Cabral Libi, pour ne citer que ces
exemples-là à l'élection d'octobre prochain? Je vous mets au défi de trouver meilleur candidat de l'opposition que moi. Chaque candidat dit la même chose. Maintenant, entre ce qu'on dit, et alors je les invite au débat. Parce qu'en vérité, les citoyens ont le droit de savoir qui propose quoi. Et de diviser, de trancher entre des différents proposants. Je dis qu'on ne va pas décider de voter pour M. Brankanga parce qu'il a parlé. Alors vous mettez M. Brankanga en débat, en contradiction avec un autre candidat, et le téléspectateur chez lui va se faire sa raison et choisir son camp. Il y a quand même des paramètres qui vont au-delà des simples débats. Eh bien, dans les pays modernes, il y a des débats. Le tout n'est pas d'être éloquent, de non, bien c'est pas parler. Ça. Je dis que c'est des propositions. Effectivement. Je dis que la télévision sert à quoi? Ça sert à écouter, aussi à comprendre, à voir les tendances et la vision de chaque candidat. Alors, un débat dans un pays normal, au Cameroun par exemple, devait être obligatoire. Même si on est 1000 candidats, la télévision devrait se mettre ensemble, s'organiser entre elles, peut-être M. Kamga de Naya TV, tel autre de Canal 2, tel